Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de réaliser la vidéo fac, foire aux questions, du mois de juin. Alors, cette vidéo risque d'être réalisée sur plusieurs jours, je pense, parce que je ne vais pas réussir à me dégager suffisamment de temps pour la réaliser dans son intégralité. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si entre deux prises, je change de tenue, de coiffure et peut-être même de lunettes. C'est tout à fait normal. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr d'avoir posé autant de questions, parce que j'ai reçu plein de questions et ça c'est super. Donc je vais essayer de les traiter. Bien sûr, il y a peut-être des fois où j'aurai pas la réponse, hein, parce que j'ai pas toujours la réponse, mine de rien. Ça m'arrive des fois. Ou alors je cherche. Ou alors j'ai une question, je vais la couper et après je ferai des recherches pour pouvoir répondre. Ça c'est possible. La première question qu'on m'a posée, c'est sur mon groupe, sur le groupe Facebook Elisabeth Medium, le monde de la médiumnité. C'est Lolo qui me l'a posé et qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais d'un phénomène qu'elle ressent de temps en temps le matin à jeun. Ça, c'était important, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bu d'alcool avant de constater ce phénomène. Elle a la sensation parfois d'avoir des petites bêtes qui passent devant les yeux ou un petit peuple, comme elle dit. Alors, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Il y a Claire, juste en dessous, qui a posé, qui a rebondi sur cette question-là, puisque elle aussi rencontre ce genre de phénomène. Alors, je vais vraiment comment te dire, te conseiller de prendre un rendez-vous avec un ophtalmo qui va t'expliquer qu'il y a des corps flottants, on appelle ça des corps flottants. Je suis pas ophtalmo, hein, mais je vais essayer de te l'expliquer parce que j'ai déjà fait des recherches là-dessus, figure-toi. C'est en fait des corps étrangers, je pense, qui se baladent en fait, des microparticules qui se baladent dans l'œil et de temps en temps, quand ils passent devant la rétine, et devant le cristallin de l'œil, ça crée des petites taches dans la vision. C'est tout à fait naturel comme phénomène, hein, il n'y a pas de panique, hein, c'est pas un dysfonctionnement, mais si c'est persistant et si ça commence à se colorer, etc., il faut en parler avec un ophtalmo qui te fera un bilan au niveau de ton œil et qui pourra te donner vraiment une explication importante. Je te le donne en surface, hein, c'est pas du tout mon métier, attention, mais quand j'ai fait des recherches là-dessus, ça s'appelle les corps flottants. Tu peux aussi faire une recherche sur Google, tu verras, tu trouveras. C'est quelque chose dont on m'a parlé souvent. On me parle soit des petites taches sur l'œil, soit, tu sais, des phénomènes qu'il peut y avoir quand tu t'endors, par exemple, le soir, tu éteins ta lumière et d'un coup, tu as des espèces de formes devant les yeux qui se dessinent. Ça, ce sont des illusions d'optique. On appelle ça entoptique. C'est des formes comme ça qui peuvent se générer au niveau de l'œil, au niveau de la vision. On a l'impression qu'on voit des formes, des gens, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est une illusion d'optique. Voilà, donc je te dirais que ton phénomène n'est pas du tout lié à quelque chose, à une capacité ou en tout cas à un phénomène paranormal. C'est quelque chose qui s'explique très très bien sur le plan physique et médical. Vous avez vu ça un peu? Carré, précise, impeccable. Alors, ensuite, j'ai Maëlia. Bonjour, merci à vous, merci à toi de poser la question surtout. Quelle est la différence entre un médium qui ressent physiquement une entité et, je pense que tu as voulu dire, une possession partielle? Parce que possession partielle, j'aurais pas compris. Alors, un médium qui ressent physiquement une entité, on appelle ça la clairsentience, c'est-à-dire qu'on peut ressentir, sentir et ressentir. C'est-à-dire qu'on peut ressentir une personne qui est près de nous, on peut ressentir le chaud, le froid, on peut ressentir la douleur. Si une personne est partie, par exemple, je te dis l'exemple aujourd'hui que je viens d'avoir il y a quelques minutes à peine, j'ai une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait perdu je crois que c'est son mari, j'ai un Alzheimer, hein, je suis désolée, et il s'est noyé. Donc ce monsieur m'a fait ressentir l'eau dans la gorge, la sensation d'étouffement, la pression sur le larynx, sur les poumons, l'eau, etc. Ça, c'est de la clairsentience. Avec la clairsentience, on peut aussi sentir les odeurs, les parfums, les odeurs de tabac, etc. Ça, c'est vraiment la clairsentience. Par contre, la possession dite partielle, je pense que tu parles plutôt d'incorporation, qui n'a rien à voir avec la possession. L'incorporation, c'est quand tu autorises une probable entité à prendre possession de ton corps pour pouvoir délivrer un message grâce à tes cordes vocales, etc. Donc ça, c'est une incorporation. À titre indicatif, moi, je refuse catégoriquement l'incorporation. C'est un truc, c'est pas mon... Non.
pendant très longtemps, pendant des années, mais j'avais pas identifié ça comme ça, j'ai été victime de tentatives d'incorporation, c'est-à-dire qu'il y avait des entités autour de moi qui souhaitaient prendre le contrôle, en tout cas, de mon corps, pour pouvoir délivrer des messages, etc. C'est extrêmement flippant, hein, c'est particulier, moi je veux pas le faire. Donc ça, c'est vraiment une incorporation. Une possession, c'est le stade le plus élevé, on va dire vraiment le plus dangereux, c'est quand une entité a pris le contrôle de ton corps et même de ton esprit. Et là, on va sur des cas qui sont vraiment très dangereux, très graves. L'incorporation, quand elle est mal maîtrisée, quand elle est mal travaillée, par manque de connaissances, peut déboucher sur une possession. Donc, tu vois, c'est pas forcément le truc très cool qu'on a envie de faire. Hein. Je pense que ressentir, c'est déjà pas mal. Si je me mets à parler à la place de Maurice, qui a 85 ans et qui est parti, machin, là, c'est pas du tout mon truc. Après, je respecte tout à fait les personnes qui pratiquent ce genre de choses, mais chacun son délire, comme on dit. Moi, c'est pas le mien. La clairsentience, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a Valou qui m'a posé une question et que je remercie. Et j'embrasse d'ailleurs au passage. Quelle est la différence entre la magie noire et la magie blanche? Vaste sujet. Alors, tout ça, pour moi, hein, bien sûr, encore une fois, c'est mon avis, c'est ma vision des choses à moi que j'ai. Ça n'engage que moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez bien raison. Peut-être que vous aussi, vous avez raison, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, je dirais que il n'y a pas de magie blanche ou de magie noire. Ça va surprendre tout le monde. Pour moi, il n'y a qu'une seule magie, c'est la magie de chaque individu. Je pense que finalement, le bien et le mal est en chacun de nous. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont travailler pour faire du bien, pour soulager, pour aider, etc. Et puis, il y a aussi les personnes, malheureusement, qui sont, on va dire, dans le dark, hein, qui sont dans le négatif et qui vont plutôt faire le mal. Mais la magie blanche ou la magie noire, j'ai l'impression que c'est des termes un peu, comment je te dirais? C'est un peu New Age, tout ça. Je pense que c'est. T'as la magie verte aussi, t'as la magie rouge, t'en as plein. Et moi, je pense que finalement, blanc, rouge, noir, jaune, enfin voilà. Je pense qu'il n'y a qu'une seule magie, c'est la magie qui réside en chacun de nous. Voilà. Et je pense que tu as des personnes comme ça qui peuvent, par exemple, faire de la magie blanche et à un moment donné, ils dérivent. Ils font un peu de magie noire. Puis ils reviennent, ils font autre chose. Tu vois, je pense que c'est comme nous finalement. Dans la vie, on n'est jamais tout blanc, quoi. Je veux dire, c'est pas vrai. Ça serait malhonnête de dire ça. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Je pense, j'espère. Coccinelle, ça faisait longtemps que tu m'avais pas posé de question, je crois. Est-il possible que l'action d'une barreuse de feu ne dure que 3 jours? Oui, c'est possible parce que tout dépend du cas. Tout dépend tu vois, ça va dépendre vraiment du cas que tu as à soigner. Tu as des personnes qui doivent venir te revoir après. Si tu les fais pas revenir, ben, du coup, ça va revenir de leur côté. Ça fait beaucoup de revenir. Je m'explique. Par exemple, moi, j'ai une personne en ce moment que je suis qui est en traitement de chimiothérapie. Elle a pas mal de séances, donc c'est assez intense et c'est une cadence assez soutenue. Elle vient me voir quasiment tous les 2 jours, tous les 2, 3 jours. Là, sur sa période de chimio, tous les 2, 3 jours, elle revient parce que je sais qu'elle va en avoir besoin. Et après, tu peux avoir quelqu'un, tu vois, par exemple, j'ai vu une fois un jeune homme qui s'était brûlé avec des produits chimiques, qui s'était vraiment bien, bien brûlé avec des produits chimiques, et en une seule séance, tout est parti. Il n'est jamais revenu. Il y a des personnes qui viennent me voir pour du zona. Le zona, alors ça c'est le truc, des fois je comprends pas moi-même. Je peux faire un soin pour un zona à une personne qui habite en Australie. Ça va passer tout de suite. Et je peux faire une consultation pour une dame qui a un zona ici à Guingamp, qui est venue me voir en cabinet, et il a fallu qu'elle vienne 3 fois. Pas de loi. Après, c'est à voir si c'est quelque chose de récurrent, c'est-à-dire est-ce que à chaque fois tu as besoin de revoir les personnes tous les 2, 3 jours, c'est peut-être que ton soin il tient pas bien en fait, hein, il fixe pas. Et après, c'est peut-être dans la manière de procéder, où est-ce que tu as appris, quelles sont tes bases, comment tu te protèges, comment tu travailles. Il y a plein de choses qu'il faut creuser, mais
Mais ça arrive, oui, effectivement, qu'on est obligé de revoir les gens plusieurs fois. Nathalie. Avoir eu plusieurs vies antérieures où il semblerait qu'une personne ait pratiqué de la sorcellerie ou de la magie lors de chacune d'elles. D'accord? Donc tu me parles de, on va dire, d'une répétition à travers différentes incarnations sur des pratiques de magie. Dans quel sens interpréter ces révélations? Bah alors ça dépend qui c'est qui te les a dit déjà, parce que dans quel sens interpréter ces révélations? Quel peut en être le message, les enseignements et les leçons à comprendre dans cette vie actuelle? Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, si, je te rassure, j'arrive à te suivre. Mais ça dépend qui t'a donné ces informations-là. Je veux dire, si c'est vieantérieure.com, fais attention. Je veux dire, fais attention, fais preuve de discernement dans les informations qu'on t'a données. Tu sais, je vais te dire, j'ai rencontré une femme sur un salon il y a quelques semaines. Cette femme, quand je la voyais, je l'ai croisée, elle était exposante, hein, et quand je la croisais, il y avait un truc il y a un truc de fou, hein, qui se passait. C'est que j'avais des espèces de flashs et je la voyais dans une forêt ou avec des minéraux, je la voyais toucher la terre, etc. Et donc, à un moment donné, par curiosité, elle vient s'asseoir en face de moi. Et là, mais clairement, je veux dire, comme 1 et 1 font 2, ou 11, comme dit Jean-Claude Van Damme, ça dépend, eh ben, je lui dis, il y a quelque chose de minéral et de végétal chez vous, et je pense qu'il y a quelque chose qui est lié avec la nature. Et en fait, ça a collé parfaitement par rapport à son histoire de vie, ici, présentement. Après, on n'a pas eu besoin de creuser, puisqu'elle le savait déjà, et finalement, c'était véritable. Ce que je veux te dire, c'est que peu importe ce qu'on te dit, vérifie toujours les propos avant d'arriver à une conclusion que. Je veux dire, tu as peut-être été une sorcière de Salem au XVe siècle, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu vas faire des feux et que tu vas danser nu sous la lune. Tu vois? Il faut faire attention. Et après, le message, bah, il n'y a pas forcément de message. C'est qu'on a tous été quelque chose dans une vie antérieure. Moi, si ça se trouve, j'ai été Marie-Antoinette et ça expliquerait pourquoi aujourd'hui j'ai des cheveux blancs. Tu vois? Il faut prendre du recul. Ne prends pas tout au pied de la lettre et surtout fais preuve de discernement dans les messages qu'on te donne. Et s'il y a une, on va dire une véracité dans les propos, eh ben, tu verras que ça se fera tout seul. Laisse faire les choses. Te pose pas tant de questions. Tu sais, à un moment donné, pour progresser dans le domaine spirituel, il faut démonter sa tête, il faut la poser sur le côté et il faut se fier à ce qu'on ressent. En tout cas, c'est mon conseil. Solange, elle m'a dit bonne journée. Ben, bonne journée aussi à toi, Solange, et je te fais un gros bisou au passage. Nana, les médiums le sont pour la plupart du temps depuis leur naissance. Il semblerait que leurs capacités font partie du chemin de vie ou du chemin de croix, tu as raison de le préciser, choisi par leur âme pour cette incarnation. Dès lors, faudra-t-il essayer de développer ces dons quand il n'y a pas de prédisposition? Je vais décevoir plein de gens, mais je suis obligée de vous dire ce que j'en pense. Développer son intuition peut évidemment servir au quotidien, mais dans la médiumnité, qu'en penses-tu? Je pense, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je le répète 10 fois, hein, parce que j'ai toujours les mêmes commentaires en dessous. Ouais, gna, 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 gna. Je le dis dans la vidéo, écoute. Je pense que y a des gens qui naissent comme ça et qui n'ont rien demandé. Comme moi, par exemple. Je veux dire, je suis née comme ça a été plus un fardeau qu'un truc exceptionnel. J'y peux rien, j'ai rien demandé, je suis née avec ça, c'est un packaging. Et il y a des personnes qui vont subir, je pense, des événements traumatiques dans leur vie, comme des accidents, des expériences de mort imminente, et qui vont, à la suite de ces événements traumatiques, développer des capacités. Là, je suis complètement d'accord. Par contre, de se dire qu'on peut développer une médiumnité à la suite d'un stage ou d'une formation, j'y crois pas une seconde. Je suis désolée. Vraiment. Je pense pas qu'on puisse comme ça du jour au lendemain se dire bah tiens, j'hésitais entre une formation pour devenir cuisinier, coiffeuse ou médium. Bah j'ai pris médium. Non, je pense pas que ce soit possible. Je suis désolée, hein, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'on peut avoir de l'intuition, mais je pense pas que l'intuition soit liée à de la médiumnité. C'est l'intuition, je pense qu'on en a tous plus ou moins. Je pense qu'on peut s'exercer effectivement à la développer, mais je pense pas que l'intuition soit liée à la médiumnité ou à la voyance ou à la radiesthésie non, je pense pas. En tout cas, c'est pas dans ma façon de penser, je dirais non.
Je pense qu'il y a des personnes qui ne seront jamais médiums. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils essayent, quoi qu'ils peuvent payer toutes les formations du monde, ils ne seront jamais. Je prends toujours cet exemple, enfin de temps en temps je le prends dans les rendez-vous. Il y a des personnes qui viennent me voir en me disant: est-ce que vous pouvez me dire si je suis médium? Et souvent je leur dis: vous savez, Laure Manodou, elle nage. Moi aussi je nage. Mais Laure Manodou, elle nage comme un dauphin. Et ça, c'est quelque chose, c'est presque un don. C'est-à-dire, c'est une capacité énorme. Elle s'est entraînée pendant des années, des années, des années, et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Je pense que je peux m'entraîner pendant très longtemps, mais je ne serai jamais Laure Manodou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que parfois, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. C'est aussi bête que ça. Mais je pense aussi que la médiumnité, les capacités psychiques, etc., c'est un petit phénomène de mode. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'être médium, voyant, etc. Tout le monde pense que c'est génial. Mais vous savez, la nuit dernière, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai été taquinée pendant une bonne partie de ma nuit et j'ai pas dormi de la nuit. Mais par contre, ce matin, j'étais obligée de me lever, hein. Et c'est pas forcément cool, quoi. Donc acceptez-vous comme vous êtes. Je suis sûre qu'on a tous une capacité pour quelque chose. Oui, le dessin, le chant, la danse, la natation, peu importe, acceptez-vous comme vous êtes. Mais je ne pense pas qu'on puisse, via un stage ou un intéressement, développer des capacités comme celle-ci. Par contre, j'aimerais bien, et j'espère, qu'un jour, la médecine progressera pour comprendre pourquoi certaines personnes sont médiums, clairvoyants, clairaudients, pourquoi il y a des personnes qui peuvent faire plein de choses alors que d'autres ne peuvent pas. Alors là, je suis bien curieuse de tout ça, mais c'est un autre débat, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir posé la question. Ensuite, il y a Elisabeth qui a posté une question. Depuis assez jeune, j'avais beaucoup d'intuition. Ça, c'est pas une capacité psychique, c'est c'est pas, ça n'a pas un lien avec quelque chose d'ésotérique ou de paranormal. C'est l'intuition, tout le monde en a. Beaucoup de ressentis, bah, c'est parce que tu t'écoutes et c'est très bien. Je faisais des rêves prémonitoires et je faisais les cartes. Alors attention, cartomancie, voyance, il y a plein de choses, hein. Je parle au passé car depuis quelque temps, je n'ai plus grand-chose. Ça arrive. Je tâtonne encore avec mes cartes de temps en temps, avec encore un peu d'intuition. Ma question serait donc la suivante. Est-il possible de tout perdre, même en demandant à son guide qu'on ne connaît pas de remettre le bouton on? J'avoue que j'ai comme un vide, une partie de moi qui ne fonctionnait plus. Alors tu sais, ça me fait penser un peu à mon histoire, Elisabeth. J'en ai parlé de temps en temps, mais c'est vrai que peut-être pas assez. Je ne sais pas. Donc, je vais vous expliquer. En 2010, je perds ma maman. Traumatisme total, j'en ai parlé plein de fois. Elle est décédée dans mes bras, elle est partie dans mes bras. Quand je suis sortie de sa chambre, je n'avais plus rien. Enfin, je pense que j'étais tellement perdue, tellement choquée de l'avoir vue partir comme ça. Parce qu'on ne voit pas des gens mourir tous les jours et quand c'est votre mère en plus c'est complètement différent. Donc je suis sortie de là, j'étais anéantie, je chantais plus mes jambes, je chantais plus rien, perdu total. Et la nuit qui a suivi, j'ai fait un drôle de rêve. C'était un rêve un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai mis longtemps à comprendre, celui-là aussi. J'allais voir ma mère à l'hôpital, elle était en train de préparer ses valises, ses affaires, elle sortait et elle me disait: dépêche-toi, je vais être en retard, il faut que tu portes mes valises. Alors moi, dans mon rêve, je comprenais rien. Donc elle partait vraiment, et après on a traversé le couloir, toutes les deux, coude sous le coude, et elle m'a dit qu'il fallait que je l'aide, en fait, voilà. Et c'est là que je l'ai fait passer, en fait, de l'autre côté. J'avais pas saisi tout ça, hein. Je vous dis ça en 2010, tout ça c'était tout ça c'était brouillard, alors je connaissais pas tout ça. Enfin, je n'avais pas une vision comme je l'ai aujourd'hui. Et du coup, terminé, plus rien, coupé de tout. Plus de sensations, j'entends plus, je sens plus, je vois plus, plus rien. Je dors, mais alors, comme une tombe, humour, je dors comme une souche, on va dire. Donc voilà, je sens plus rien. Je me demande même si finalement c'est pas beaucoup mieux parce que dis donc, je peux dormir, je suis pas embêtée la nuit, tout va bien. Et puis au bout de 6 mois, ça va pas du tout parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, il me manque un sens, il me manque quelque chose qui a disparu. Donc un peu comme toi. Et finalement, je vais chercher le bouton on aussi, hein. Je vais le chercher pendant même assez longtemps.
jusqu'au moment où je comprends que le bouton on, c'est l'acceptation. En tout cas, pour moi, le bouton on, ça a été l'acceptation. L'acceptation de ce que je suis, l'acceptation de ce que je veux, l'acceptation de ce que je dois faire, l'acceptation de mon chemin de vie, l'acceptation de travailler mes bases. Voilà, c'est tout un cheminement. Et je pense que si tu as beaucoup d'intuition, si tu as du ressenti, si tu touches à plein de choses, si ça t'intéresse, il faut que tu bûches. Il n'y a pas 50 000 solutions, il faut que tu travailles. Et le travail, il faut comprendre que dans ce domaine-là, c'est jamais acquis. On travaille toute notre vie. Et je le dis très sérieusement, tu vois, là, j'appuie mes mots parce que il y a plein de personnes comme ça qui évoluent dans le domaine spirituel en se disant c'est super, c'est génial, on est ci, on est ça. En fait, c'est un travail permanent. Il faut travailler les bases, le taux vibratoire, les énergies, les protections. Il y a plein de choses à bûcher. Et si tu veux pouvoir rappuyer sur on, ça passera aussi par l'acceptation de toi-même et l'acceptation de qui tu es, de ce que tu fais. Voilà. Donc, tu vois, tu comprendras qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Allez, on continue. J'ai le nez qui me gratte depuis 3 jours, je sais pas ce que j'ai. Bref, c'est pas grave. Anne m'a posé une question ensuite, et je te remercie d'ailleurs, Anne. J'aurais aimé savoir si des objets tels que des bracelets, des colliers de pacotille pourraient être empreints de sorcellerie. Je parle de bijoux en plastique. Non, mais tu sais, après, bon, effectivement, je te dirais que le mieux quand même pour charger un objet, en tout cas, si j'avais un objet à charger, je choisirais certainement une matière naturelle. La ficelle, le bois, les coquillages, surtout le bois d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? L'étain, tu vois, des matières dures. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais le plastique, c'est pas une matière dure. Mais après, pourquoi pas? Ouais, si, pourquoi pas. Après, ça va dépendre du type de magie. C'est-à-dire que de la magie amateur pourra pas forcément le faire, mais de la magie professionnelle, ouais, il y a pas grand-chose qui les arrête en fait, hein. Il n'y a pas grand-chose qui empêche de charger quoi que ce soit d'ailleurs. Quand c'est bien réalisé, il n'y a pas de limite. Je sais, c'est pas encourageant ce que je dis, mais je suis désolée. Je suis obligée de vous dire la vérité. Kelly, quand on allume des bougies et qu'une fois consumées, celles-ci forment des dessins à chaque fois, est-ce que ça a une signification particulière? Ben, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que, est-ce que c'est toujours la même forme? Est-ce que c'est toujours le même dessin? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut comprendre aussi. Euh, Non, mais bien sûr, j'ai les idées mal placées. Alors forcément, je vais imaginer des formes pas possibles. Bref, recentrons-nous. Euh, Je sais pas, tu sais, il faudrait que tu sais ce que tu vas faire, Kelly? C'est que tu vas faire brûler des bougies et ensuite tu pourras poster les photos sur le groupe. Et comme ça, on pourra faire une analyse et peut-être te répondre. Je pense que ça sera plus cohérent. Parce que des fois, oui, ça va avoir des significations, mais après, tu sais, tu as des gens qui voient des signes partout. Et je pense que là aussi, il faut faire preuve de discernement. Il ne faut pas forcément voir des signes et des messages des guides et des anges partout. D'accord? Donc, je te recommande de poster la photo. Comme ça, on pourra regarder. Autre question. Ok, Kelly. Si on retrouve un objet devant la porte de son appartement, en l'occurrence une chevalière, je précise que malheureusement, j'ai touché, il y a une façon de se protéger contre des intentions placées sur cet objet. Ah ouais, mais toi tu vis en Guadeloupe. Ah ouais, pas pareil. Pas pareil parce que dans des pays comme les Antilles, etc., ils sont encore bien branchés magie, sorcellerie, etc. Tu as touché cette chevalière. Mm. Ce qui serait important aussi de prendre en compte, c'est est-ce que finalement, à la suite de cet événement, il y a eu des choses dans ta vie qui sont venues te perturber. Si tu retrouves un objet posé comme ça devant ton paillasson, effectivement, il y a peut-être un problème, hein. Donc le mieux, c'est de te débarrasser de ce bijou. Voilà. Mais tu peux aussi le faire tester. Si tu l'as toujours en ta possession, tu peux m'envoyer une photo de l'objet et je regarderai s'il y a quelque chose ou pas. Marie, bonjour. Comment réussir à faire passer une âme sans forcément faire appel à un passeur? Ah bah alors là, ça va être compliqué, Marie. Ça va être compliqué. Comment passer un coup de fil sans téléphone? Ça revient à peu près à ça.
Tu vois, pour que je te donne une comparaison. Euh, tu peux pas, enfin, là aussi, chacun sa vérité, bien sûr. Il y a des personnes qui pensent qu'il suffit de dire j'ouvre le tunnel de lumière pour que toutes les âmes s'en aillent dedans et terminé. C'est la RATP de l'au-delà. Mais en fait, non. Ça se passe pas comme ça. Un passage, il faut comprendre que quand on doit faire un passage quand une âme ne veut pas partir. Soit elle ne veut pas partir, soit on l'empêche de partir. Elle est coincée. Mais en général, quelqu'un qui ne veut pas partir, tu peux ouvrir tous les tunnels de la RATP de la lumière que tu veux, elle ne partira pas. Elle n'a pas envie. Et quelqu'un qui n'a pas envie, ça, on ne peut pas donner l'envie à quelqu'un, c'est pas possible. Le métier enfin l'action, on va dire, de passer une âme dans la lumière, c'est de parler en fait. Il faut argumenter, il faut la rassurer, il faut argumenter, il faut lui dire que tout va bien se passer, il faut la convaincre qu'il faut qu'elle parte. Donc si tu ne fais pas ces étapes-là, tu ne peux pas passer une âme, c'est pas vrai. Je pense que là, il y a des confusions en fait. Le passer une âme, c'est pas juste ouvrir la porte et vas-y Roberto, tu peux y aller quoi. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est que le dialogue, il peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est hyper épuisant. Tu te fais attaquer, tu te fais. Par exemple, j'en ai parlé, je sais plus si j'en ai parlé. J'ai fait un, j'ai fait un passage là il y a pas longtemps. Qui a duré plusieurs jours, ça a été super intense dans la journée, dans la nuit, dans les rêves, dans plein de trucs, ça a été super intense. Et il y a eu un soir où je me suis fait attaquer, entre guillemets, par une entité négative qui était à côté et qui du coup se disait, bah tiens, si lui tu l'aides, pourquoi pas moi? Alors du coup, bah voilà, je vais te secouer pendant la nuit, je vais te tirer les cheveux, je vais te faire deux, trois cauchemars, et puis comme ça tu vas m'aider. On se fait vraiment harceler, quoi. Imaginez que vous descendez dans un espèce de sous-sol sombre, et puis bah là, il y a que des trucs pas sympas, et il y a juste une personne que vous devez sortir de là. C'est vraiment. Donc, si t'as pas la médiumnité complète avec toute la caisse à outils de la médiumnité, comme je dis toujours, ça va être très compliqué. Si tu connais pas tes protections, si tu travailles pas avec tes guides, si tu connais pas tes bases, si énergétiquement tu sais pas où t'en es, c'est cuit. C'est cuit. Alors après, tu peux fantasmer en me disant, oh là, je veux ouvrir un canal et puis tout le monde va partir. Il y en a plein qui le font, hein, toutes les fantaisies sont possibles et inimaginables, mais la vérité, c'est pas trop ça, quoi. Donc, pour moi, on ne peut pas passer une âme si on n'est pas, si on n'a pas tout ça, si on n'a pas toutes ces bases-là et si on ne maîtrise pas un tout petit peu les choses. Pas possible. Je suis désolée. Marie-Lise, que pensez-vous de l'accélération vibratoire de la Terre? Ouais, ça c'est leurs conséquences sur les humains et le chevauchement des mondes parallèles. Alors, je ne vais pas aussi loin que toi. Je dirais que le taux vibratoire, effectivement, n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi? Alors là, je ne peux pas te dire. Je pense qu'il faudrait plus peut-être poser la question à des gens qui travaillent en géobiologie, de manière professionnelle, bien sûr, peut-être pour avoir des résultats. Mais c'est vrai que avec les lunes, je sens que il y a des portails énergétiques, hein, on appelle ça comme ça, qui sont quand même très intenses et qui créent des bouleversements assez importants. Donc pourquoi, je sais pas trop quoi penser de ça en fait. Je suis très perplexe par rapport à ça, je sais pas pourquoi. Frexi, bonjour. Quand on a des capacités et qu'on ne souhaite pas les utiliser, peut-on les refuser? Alors, c'est rigolo parce que il y a des personnes qui ont des capacités, ils en ont plus, ils voudraient que ça revienne, et il y a des gens qui ont des capacités, mais qui voudraient que ça s'arrête. Bah, tu peux juste refuser, tu peux juste dire non, stop, je veux pas. Je t'assure que dans 90% des cas, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça qui ne gèrent pas du tout les choses et paniquent à bord, ils ont peur, tout ça, ça les effraie, mais prends bien le temps de considérer ta décision. Parce qu'il y a de fortes chances que si tu demandes à ne plus avoir, tu n'auras plus. Et tu ne pourras pas dire après, oui, mais j'ai changé d'avis. Non, c'est fini. Prends vraiment le temps de la réflexion. Si après ça te fait peur et si tu as de vraies raisons de refuser tout ça, tu peux, bien sûr, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais tu peux juste dire non, je suis pas prête, j'ai pas envie. Et je t'assure que ça marche bien.
Alors, je poursuis. Alors, il y a Patricia. Donc, Patricia, elle m'a posé une question, à savoir, quelle est la position des guides, des êtres de lumière, bref, de l'au-delà, par rapport au suicide et que deviennent ces âmes? Alors, là encore, hein, c'est ma vision des choses, j'insiste, mais c'est important. Il y a deux cas de figure, et ça va être surprenant, je le sens. C'est-à-dire que quand une personne vient à se suicider, d'ailleurs j'avais écrit là-dessus, j'avais écrit un texte là-dessus, Mémoire d'un suicidé, je crois. Enfin bref, donc dans cette écriture que j'avais reçue avec cette personne, avec ce monsieur qui s'était suicidé, il m'expliquait en gros qu'il y avait une espèce de boucle temporelle. C'est-à-dire que en général, quand je fais des contacts avec les gens qui sont partis de suicide, on me montre les derniers instants, la prise de décision, le passage à l'acte, le regret. En général, c'est ça. Et quand il y a du regret comme ça, le défunt, la personne qui est partie, va s'enfermer dans une espèce de boucle temporelle où elle va sans cesse refaire la même chose jusqu'à ce qu'elle comprenne son acte et ses conséquences. Donc c'est une punition, hein. On peut prendre ça comme ça. Et donc elle va continuer à tourner en boucle là-dedans jusqu'au moment où elle va pouvoir en sortir parce qu'elle aura compris que son geste n'était pas le bon. Et après, soit elle passe toute seule de l'autre côté, grâce à ses guides ou à ses familles d'âmes ou aux défunts accompagnants, etc. Soit il faut qu'un passeur vienne l'aider pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la personne, aussi difficile soit-il de comprendre, peut avoir une vie terrestre particulièrement chaotique. Une vie chaotique, beaucoup de complications, des problèmes, des accidents, des maladies, des problèmes qui n'en finissent plus, des blocages, etc. Au bout d'un moment, la personne elle est tellement à bout de sa vie terrestre qu'elle décide de mettre fin à ses jours. Eh bien, il arrive, dans certains cas comme celui-là, que de l'autre côté, on comprend que. Il y a une certaine empathie de l'autre côté où ils se disent, tiens, bon, c'est vrai que là, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais, t'as vu un peu la vie? Et ça m'est arrivé de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a des âmes comme ça, je veux dire, c'est presque justifié finalement, c'est terrible, ils ont une vie terrestre qui est tellement difficile que finalement, eh ben, derrière, c'est presque comme si on se disait, bah, ok, c'est pas bien, mais voilà. Et dans ces cas-là, ben, ils passent naturellement de l'autre côté. Voilà. Bien sûr, c'est ma vision des choses basée sur mon expérience. Ensuite, on a Séverine qui m'a posé une question, qui m'a dit, j'ai juste Ah ben non, pas du tout, elle m'a pas posé de question. J'avais juste envie de te dire merci. Merci Séverine. Anna, bonjour. Comment se protéger d'hypothétiques implants de la part d'un thérapeute? Attends voir. Lors d'un soin, comment se protéger d'hypothétiques implants de la part d'un thérapeute? Alors Anna, en principe, si tu prends rendez-vous chez un praticien, ou à distance, que tu reçois un soin d'un praticien, il faut que la confiance soit là, c'est-à-dire il faut que tu sois réceptive. Donc pourquoi tu voudrais te protéger des implants de la part du thérapeute? J'ai pas forcément compris ta question, Anna. Je reviendrai dessus un peu plus tard pour voir si je vais te demander une précision, je pense, parce que j'ai pas compris le coup des implants. Ensuite, il y a Nathalie qui me repose une autre question. J'ai déménagé il y a 2 semaines. Au même moment, j'apprends une très mauvaise nouvelle. La maison est neuve dans un quartier résidentiel, style jeu vidéo. Ah, ok, pas du tout notre style, moi non plus. Je suis passionnée de vieilles pierres et d'architecture. Pourquoi diable as-tu été habité dans un lotissement avec des maisons neuves? Ton ancrage ne va pas être bon. C'est temporaire, très bien. J'ai toujours vécu dans une vieille maison, mais je me suis toujours sentie bien. Même si je savais que nous n'étions pas seuls. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais, enfin, c'est pas grave. Je veux dire, si tu le vis bien, c'est pas grave. Impossible de monter à l'étage, je me sens oppressée, je ne peux pas rester seule dans la maison. Alors, est-ce possible de ressentir une oppression bizarre dans des murs neutres d'histoire? Ou cela peut-il venir de ma tristesse actuelle? Alors, je pense que tu as un maxi combo, parce que tu parles de jeux vidéo. Alors, déjà, ta maison, elle peut être neuve, ça n'empêchera absolument pas que sur ton terrain, il y puisse passer plein de choses. D'accord? C'est-à-dire que très souvent, les gens disent,
quand ils ont eu des problèmes de hantise dans une maison, ils se disent, ah bah, la prochaine fois, je prends une maison neuve. Ouais, d'accord, mais enfin, tu connais l'historique du terrain, toi? Si ça se trouve, il y a 300 ans, il y a un mec qui a été tué en plein milieu et qui a été pendu haut et court, et tu as construit dessus, pas de bol. Donc, il faut pas se fier à ça. Après, je pense que le fait que tu aies déménagé, que tu aies changé de lieu, que tu arrives dans un lotissement où tu te sens pas bien, les maisons te plaisent pas, te sens triste apparemment. Je veux dire, là, il y a plusieurs choses qui font que tu te sens pas bien dans la maison. Mais je pense pas que ce soit lié à une activité paranormale, un phénomène de hantise, un phénomène énergétique, etc. Je pense que là, on parle du psychisme. Donc c'est peut-être toi qui vas pas bien en ce moment, et du coup, tu mets ça sur le dos de la maison, tu vois. Je pense que c'est peut-être toi qui va pas très bien. Alors attention, encore une fois, de faire preuve de discernement et de ne pas tirer sur l'ambulance. C'est en tout cas mon avis. Après, bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Alors, Virginie, suite à une visite chez un micro-kiné, dans un tout petit kiné, pardon, pour ma fille de 16 ans, pour un mal dans sa peau, il lui dit qu'elle a énormément de dons. Alors, je vais essayer de ne pas m'énerver. Et que lorsque les blocages vont partir, elle va vite évoluer, bien sûr. Et la semaine prochaine, elle va peut-être même voler. Il lui a dit qu'elle avait le don de magnétisme, de communication, etc. Comment savoir si c'est vrai? Eh ben écoute, déjà, je te conseille de changer de micro-kiné, hein. Prends-en un vrai, parce que je pense que là, c'est pas la peine. Alors, une adolescente de 16 ans qui est mal dans sa peau, j'ai envie de te dire que ça arrive dans 90% des cas, mais que ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Par contre, le discours de ce monsieur peut être dangereux psychiquement pour ta fille, parce qu'elle va recevoir des informations, et alors la pauvre, déjà qu'elle est perdue et qu'elle n'est pas bien dans sa peau, mais alors là, je crois que c'est la goutte d'eau qui fait déborder la flaque. Donc, plutôt que de perdre du temps avec des micro-kinés, je te conseille de parler déjà dans un premier temps à ton médecin généraliste de ce qui lui arrive, voire de la déposer toute seule chez ton médecin généraliste pour qu'elle puisse vider son sac. Si ton médecin est très bon, il te conseillera certainement d'aller voir un pédopsychiatre. Là aussi, je te conseille d'aller chercher le meilleur de pédopsychiatres, parce que le gros problème, c'est que y a beaucoup de charlots et que idéalement, il faut trouver le meilleur pour que ta fille, ça puisse l'aider. Et il va falloir travailler ton ancrage, Virginie. Retour à la réalité. Moi, quelqu'un qui dit ça à mon fils, je me barre immédiatement, même si je suis médium, hein. Ouais, votre fille, elle est pas bien dans sa peau parce qu'en fait, elle est magnétiseuse, voyante, maraboute, et puis peut-être même la semaine prochaine, elle va commencer à léviter. Donc, soyez pas étonnés, hein, inscrivez-la à un cours de yoga. Non, 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 ça, c'est un truc. Je comprends même pas. Enfin, après, j'ai pas envie de m'énerver parce que parce que c'est pas le moment, hein. Mais je n'arrive pas à comprendre comment, en tant que praticien, tu peux dire aux gens, ah, tu vas pas bien? Normal, c'est parce qu'en fait, t'es médium. Bah, tu vas pas bien, c'est peut-être parce que tu vas pas bien pour de vrai. Je veux dire que tu as peut-être une dépression, il y a peut-être quelque chose dans sa vie qui va pas, peut-être qu'elle subit des pressions à l'école, peut-être qu'elle a peur d'échouer, peut-être qu'elle a pas confiance en elle, peut-être qu'elle a pas d'estime d'elle-même, peut-être qu'elle vit dans un cadre familial compliqué, peut-être que, je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines de probabilités logiques et rationnelles qui peuvent dire et qui peuvent arriver à la conclusion que ta fille, elle va pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Discernement, Virginie, au maximum. Et toi, en tant que mère, ton rôle, c'est de prendre les choses dans l'ordre en lui disant non, attends, écoute ma chérie. Hein. Il était mignon, le micro-kiné, mais on va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui est bien ancré dans la réalité. On va faire des examens, on va rencontrer des professionnels de santé et on va voir ce qui se passe. Ça, c'est la logique même. Donc, avant de penser que ta fille est la nouvelle, comment qu'elle s'appelait? Tu sais, la médium, là, dans la série aux États-Unis, bon, j'ai oublié. Avant de penser que ta fille puisse être médium ou voilà, je te conseille de prendre les choses dans l'ordre. Je pense que tu vas gagner vachement de temps. Ensuite, je crois que c'est Swazik qui me dit, qui m'a fait un commentaire sur ma page pro. J'ai fait un drôle de rêve. L'autre nuit, je me suis vue dans une vitrine teintée avec deux belles ailes d'ange dans le dos et je me suis dit, ah, ça y est enfin. Ça y est enfin quoi? En regardant ces ailes, ok, je voulais savoir si notre ange gardien
Ah non, ne parle pas d'ange gardien, Swazik. C'est pas bien. Peut se fondre avec nous. Non, ange gardien. Là aussi, chacun sa vision des choses. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait des anges gardiens. Il faut s'intéresser à la hiérarchie angélique. Et j'encourage toutes les personnes qui regardent cette vidéo à faire des recherches sur la hiérarchie angélique. Et quand on s'intéresse à ça, on se rend compte que ange gardien est basé sur des croyances populaires et New Age. Je suis désolée. Donc non, déjà ça va pas, on va pas partir de là, Swazik. Alors après, il faut relativiser, c'est un rêve. Mais le truc que tu dises, ah ça y est, enfin, tu vois. Enfin, si tu le dis, ah ça y est, enfin, c'est peut-être que ça va plutôt corroborer avec toi tes espérances par rapport à après, par rapport à maintenant, par rapport, tu vois. Là, je pense qu'on est plus dans l'analyse personnelle, certainement liée à un phénomène personnel. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça paraît bizarre ce que je te dis, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le ah, ça y est. J'ai pas compris là, pourquoi le ah, ça y est. Ça aurait pas dû être ah, ça y est. Donc, je ne sais pas, je t'invite à la réflexion par toi-même, parce que là, je ne peux pas t'aider, malheureusement. Je ne peux pas t'apporter une réponse. Je vais essayer de retrouver maintenant, et je suis déjà en train de le faire. Voilà. Il y a une question qui m'a été posée par mail. Je suis désolée de t'embêter. Bah non, t'inquiète pas, tu m'embêtes pas. Et donc toi aussi, tu me parlais de... Donc c'est Emilia. Emilia aussi me parlait de rêve et c'est pour ça que je rebondis sur ton sujet, Swazik. T'as vu ça un peu? Je suis désolée de t'embêter, mais j'aimerais bien avoir une explication sur un de mes rêves. En effet, il y a à peu près 3 mois, ça me travaille toujours, je me suis réveillée en pleine nuit comme si je recevais un coup violent au niveau de la nuque, alors que j'étais dans un rêve vraiment sympa. Et j'ai dit à mon conjoint, je viens de recevoir un coup de poutre sur la tête. Et bien sûr, rien. Il n'y avait pas de poutre dans le lit. Enfin, du moins. Pardon. Je te remercie de me donner une petite explication car je suis larguée. Ben écoute, je te dirais que moi aussi, après, l'impression de, ça ne veut pas forcément dire que c'est ça. Tu vois? Peut-être que c'est lié au rêve. Euh, Là, il faut faire une analyse encore qui est personnelle. Je peux pas savoir ce qui se passe dans vos têtes et dans vos lits. Je ne sais pas. Euh, un coup violent au niveau de la nuque. Je veux dire, si c'est juste un fait isolé, forte chance que ce soit quelque chose de psychologique ou de physique ou tu vois, c'est lié à toi certainement. Mais en tout cas, c'est pas forcément paranormal. Je ne pense pas, du moins, mais je peux bien sûr me tromper. Alors, ensuite, poursuivons avec Nathalie qui va un peu casser l'ambiance. C'est pas grave, hein, ne t'inquiète pas. Ta question en plus est pleine de bon sens et je te remercie de me l'avoir posée. Tu me demandes, lorsque l'on est médium comme vous, est-ce qu'on appréhende la mort? J'ai beaucoup de mal à savoir si, comme certains médiums, à tort ou à raison, le disent, l'enfer est sur terre et toutes les âmes sont dans l'amour, ou si, comme vous le dites, tout le monde ne rejoint pas la lumière. Eh ben, après, oui, c'est merveilleux. J'imagine en tout cas que si l'enfer était sur terre et qu'après on est tous dans la lumière, à ce moment-là, on aurait tous envie de mourir. C'est un peu bizarre comme discours. Alors, est-ce que j'appréhende la mort? Absolument pas. Par contre, ne venez pas me déranger après, hein. Ne m'appelez pas. Elisabeth, si tu es là, tape 3 fois. Je suis bien capable de vous faire une mauvaise blague en ne tapant qu'une fois. Donc, non, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de la mort. Absolument pas. Pas du tout. La seule chose qui me freine, non mais la seule chose qui me dérange, ça serait que bien sûr mes proches soient malheureux. Hein, parce que ça, c'est forcément pas génial. En plus, imaginez-vous que quand on vient à décéder, pendant les 3 à 4 jours qui suivent, on voit nos proches, on est encore présent parmi eux. Alors je crois que de voir mes enfants malheureux, ma famille, etc., non, ça je trouverais très très dur. Mais le fait de partir, non, j'ai pas peur du tout. Et tu sais, je pense que l'amour, il est aussi sur Terre, hein, il faut pas non plus être négatif, hein, la vie, c'est quelque chose de merveilleux, à mon sens. J'adore ma vie, j'adore ce que je vis tous les jours.
J'adore les rencontres que je fais, j'adore la nature, ce que la vie m'offre, je trouve ça extraordinaire. Tu vois, il y a 2 jours, j'ai posté une photo. Tu vas dire, c'est bizarre, mais il y a 2 jours, j'ai posté une photo sur Facebook, sur ma story de Facebook, d'une clématite, parce que j'ai mis une clématite devant ma porte et elle fait des fleurs qui sont exceptionnelles. Pour moi, c'est un cadeau, c'est quelque chose de merveilleux. Quand je me lève le matin et que je vois le soleil, bon, c'est vrai que là, ça faisait 3 semaines qu'on l'avait pas vu en Bretagne, hein, on était un peu dans le brouillard depuis 3 semaines. Mais quand je me suis levée ce matin, que j'ai vu le soleil, il y avait un petit peu de brume, là, la brume du lever du jour. Je me suis dit que ça allait être une super journée. J'adore la vie, je suis épicurienne de la vie. Alors, moi, je dirais que l'amour, elle est aussi sur Terre. Il faut être objectif. L'amour, il n'est pas que de l'autre côté. Je pense qu'on a énormément de choses à vivre sur Terre et je suis une très grande consommatrice de la vie. Donc, je n'ai pas peur de mourir, mais le plus tard possible, hein, quand je serai très très vieille, dans un lit, et que je m'endormirai et que je ne me réveillerai pas. Voilà, mais le plus tard possible. J'ai trop de choses à vivre avant et à découvrir et à faire. Allez, I continued. J'ai changé de tenue, ouais, je sais, parce qu'on n'est pas le même jour. Alors, je continue avec Isabelle qui m'a posé une question. Comment peut-on se débarrasser des blocages générationnels qui empêchent les changements dans une vie, comme les maladies, la situation financière ou maritale, bref, les reproductions perpétuelles de schémas identiques, voire des chemins de vie identiques à celles de nos ancêtres. Alors, Isabelle, je te répondrai tout à fait facilement en te disant que, et j'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo concernant les phénomènes de hantise, où je disais qu'il pouvait y avoir une malédiction posée sur une lignée familiale, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a ma plaque de cuisson qui vient de s'allumer. Mais il n'y a personne dans la maison, tout va bien. C'est tactile, hein, donc c'est facile. Euh, donc, si tu veux, tu peux très bien être confronté, enfin, en tout cas, je vais parler en tant que moi-même, hein. J'ai déjà vu des cas où il y avait une malédiction posée sur, par exemple, une lignée familiale où tous les hommes arrivés à 50 ans, ils se suicidaient. Je ne nie pas qu'effectivement il y avait quelque chose, hein, c'était véritable, je veux dire, c'était vérifié et véritable, mais je pense qu'il y a aussi le psychologique et l'effet placebo qui entrent en jeu. C'est-à-dire que si demain, Isabelle, je te fais livrer chez toi une statuette en te disant que cette statuette est chargée négativement, je pense que tu vas avoir tendance à mettre tout ce qui t'arrive de négatif sur le dos de cette fameuse statuette. Je pense que là encore, il faut avoir beaucoup de discernement dans ce qui nous arrive dans la vie. On peut dire que, je sais pas, si quand on est de mauvaise foi, on peut dire, bah voilà, par exemple, j'ai des problèmes financiers. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, je te dirais, voilà, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant, oh là là, j'en ai marre, j'ai jamais l'argent. D'accord. Et je lui ai dit, mais vous faites attention à vos dépenses, vous claquez pas de l'argent comme ça dans tous les sens. Elle me dit, bah ouais, mais je peux pas me retenir. Ah bah oui, mais là, c'est un comportement qu'on a face à l'argent. Donc on peut pas dire que c'est de la faute d'eux, puisque c'est nous qui décidons que. D'accord? Il ne faut pas se victimiser. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo dans quelques temps concernant ce problème-là, se victimiser de tout. Donc, je pense effectivement qu'il peut y avoir des choses, et s'il y a des choses qui sont vérifiées et véritables, on peut mettre des dégagements énergétiques pour couper les liens avec les anciennes générations. Ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Mais l'essentiel, c'est d'avoir beaucoup de discernement pour justement savoir s'il y a vraiment quelque chose, si c'est vérifié et vérifiable, et véritable, pardon, et si, au contraire, il n'y a rien, quoi, je veux dire. Faire attention. L'influence du psychologique parfois peut être super fort. Marie, The. Bonsoir. Le fait d'avoir vu plusieurs personnes décédées de ma famille en rêve signifie-t-il que je dispose d'une sensibilité médiumnique? Absolument pas. Absolument pas. En fait, si tu avais une sensibilité médiumnique, tu verrais des choses en dehors de tes rêves. C'est-à-dire que le plus facile, entre guillemets, pour les personnes disparues, les êtres chers, de venir nous faire parvenir des messages, c'est dans nos rêves. C'est le moment où on est, je dirais, le mental est baissé, et à ce moment-là, on peut capter plein de choses. On peut nous donner des messages, on peut nous faire voir plein de choses, on peut, voilà.
Ça, c'est parce que on n'est pas à même dans la phase d'éveil de recevoir des messages. Donc, c'est parce qu'on n'est pas médium. Alors après, c'est vrai que quand on est médium, on capte des choses quand on est réveillé, quand on est voilà, endormi, quand on est... Enfin voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu es médium. Non, ça veut dire que tu as des personnes qui sont venues te donner des messages dans ton sommeil. Sans passer par une médium, je ne te cache pas que ça va être très compliqué de savoir si une personne est en paix ou pas. Alors, je dis en paix et pas dans la lumière, parce que c'est vrai que dans la lumière, c'est un terme qu'on utilise partout, à toutes les sauces, et on ne s'y retrouve plus. Si tu passes pas par un médium, ça va être très compliqué. Par contre, ce qui peut arriver, si tu n'es pas médium, c'est que les défunts, les personnes qui sont disparues, peuvent demander de l'aide parfois dans les rêves ou dans les choses comme ça. Ou très souvent, les vivants me disent, j'ai l'impression qu'il n'est pas en paix. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et très souvent, ça se vérifie. Donc, quand on n'est pas médium, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cette information-là, mais tu peux très bien demander à un médium de te confirmer ou pas. Prends-en un professionnel, de préférence, bien sûr, et qui soit sérieux et qui ne te dise pas tout et n'importe quoi. À titre d'exemple, et là encore, on va dire, ouh là là, tu es méchante. Ouais, je sais, je suis très vilaine. Il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a contactée en me disant, bah voilà, j'aimerais bien faire un contact avec ma maman. Elle m'a envoyé une photo avec son prénom et j'ai regardé la photo et j'ai dit à cette dame, je suis absolument désolée et navrée, mais je ne pourrais pas réaliser le contact avec votre maman. Donc elle m'a rappelé, on a échangé ensemble au téléphone, elle m'a demandé mais pourquoi? Comment ça se fait que vous pouvez pas faire? Voilà, je lui ai répondu que malheureusement sa maman, elle n'avait pas suffisamment d'énergie, elle n'était pas partie depuis très longtemps, elle est partie depuis 6 mois et il n'y a pas beaucoup de... Voilà, elle est en train d'évoluer, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué pour elle pour délivrer un message. Et de ce fait, je préfère qu'on lui laisse un petit peu de temps pour qu'elle récupère de l'énergie afin qu'on puisse réaliser un contact peut-être dans 6 mois ou dans un an. Je sais que ça paraît long quand on est dans l'attente, je peux comprendre. Et je lui explique que sa maman, en fait, elle n'a pas d'énergie. Il y a vraiment, c'est compliqué. Donc, j'aurais pas grand-chose à lui donner. Donc, je veux dire, on va pas la déranger pour ça, autant qu'on la laisse tranquille. Et cette dame me dit, bah, c'est bizarre parce que, en fait, je vous demande ça parce que j'ai demandé en fait un rendez-vous avec une autre médium et elle m'a donné bien sûr le rendez-vous, j'y ai été et là elle m'a donné des propos, elle m'a donné des détails et elle m'a donné plein de choses où j'ai absolument pas reconnu ma mère. Ben, donc je lui ai dit, il y a de fortes chances, malheureusement, que ce contact n'ait pas été véritable. Ça arrive, je suis désolée, je peux pas dire le contraire, c'est que parfois, bah, vous tombez sur des gens, ils sont pas forcément médiums. Ou alors, il y a aussi le truc d'avoir peur de ne pas donner suffisamment d'informations pour pas créer une frustration chez la personne, consultant, on brode, quoi. Donc, je crois que il faut être juste aussi avec soi et avec les gens. Il faut être honnête en disant, bah non, je pourrais pas le faire parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas suffisamment de vibrations, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour qu'on puisse le faire. Mais par contre, je vous conseille d'envoyer beaucoup d'amour, euh, des pensées positives, des bougies blanches, plein de choses qui vont justement l'aider à évoluer pour que dans 6 mois ou dans un an, on puisse faire un contact. Et je pense que ça, c'est important. En tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, ça n'engage que moi. Ensuite, il y a des personnes aussi qui m'ont posé des questions par mail, comme Maria. Maria m'a envoyé un mail cette semaine en me disant: l'année dernière, j'ai pris contact avec toi pour des soins énergétiques. Je t'ai posé beaucoup de questions, trop peut-être. C'est possible, Maria. Mais je voulais juste savoir si l'action d'un soin était définitive. Tu m'as répondu que non, donc je t'avais déjà répondu, et qu'il n'y avait aucune garantie, c'est vrai. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Merci de me répondre, même si tu m'avais dit que j'étais pas prête. Alors Maria, comme j'ai la mémoire vive d'un poisson rouge, ça va être très compliqué de te dire oui ou non. Mais c'est vrai que quand il y a des personnes qui m'envoient des mails comme ça,
Dédicace à beaucoup d'entre vous, ils se reconnaîtront. Il y a des personnes qui m'envoient des mails pour me dire qu'ils ont déjà dit la première fois, puis la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la quatrième fois. Donc en fait, ils m'envoient 4 mails pour me dire la même chose, la même information. Et comme je reçois à peu près entre 50 et 80 mails par jour aujourd'hui, et que je peux en avoir pratiquement 400 le week-end, eh ben, si on m'envoie 4 fois le même message, ça va plus me faire 400 mails. Vous voyez le truc? Donc des fois, c'est vrai que quand j'ai donné l'information une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, je la donne plus. Et au bout d'un moment, je dis: «Écoutez, je pense que vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis pas là pour forcer les gens à faire des soins ou à faire des consultations ou quoi que ce soit. C'est pas grave, vous êtes pas prête, on en reparlera, l'année prochaine ou dans 3 ans ou quand vous voulez, mais voilà». Et c'est vrai qu'à un moment donné, si je sens qu'en face, c'est pas clair, il y a peut-être de la méfiance, il y a des interrogations, on comprend pas. À ce moment-là, je préfère, moi, lâcher prise en disant, écoutez, vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Et à ce moment-là, c'est moi qui dis non. Ça m'arrive, je suis désolée. Et pour répondre à ta question, effectivement, un soin énergétique n'est jamais définitif. Tes énergies, elles sont toujours en mouvement, quoi qu'il arrive. Donc, justement, le but, c'est d'apprendre à travailler soi-même sur les énergies et de ne pas attendre que le magnétiseur ou l'énergéticienne, etc., fasse tout à ta place. Non. En général, quand je fais des soins énergétiques, je délivre un compte rendu. Et dans ce compte rendu, je donne des conseils à chacun pour travailler sur ses énergies. Si tu suis les conseils, youpi. Si tu suis pas les conseils, tant pis. Tu seras obligé de refaire des soins régulièrement pour pouvoir travailler sur tes énergies. Tu vois? Ça, c'est comme le taux vibratoire d'une personne qui n'est jamais le même. Tu prends un taux vibratoire aujourd'hui, on est le 13 juin, tu prends un taux vibratoire d'une personne à 8 heures, tu le reprends à 10 heures et tu le reprends à 22 heures, tu auras 3 mesures différentes. C'est tout à fait normal, les énergies sont toujours en mouvement. Et si tu ne fais pas, si tu ne t'aides pas, tu connais l'expression, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je m'excuse si je t'ai heurté, Maria, en te disant que finalement il fallait mieux que tu ne le fasses pas. Mais j'ai pas le temps. Puis c'est pas ma manière de faire, j'aime pas faire ça. Je suis pas là pour convaincre les gens qu'il faut le faire. S'ils veulent le faire, ils font. S'ils veulent pas le faire, ils font pas. Carole m'a ensuite posé une question, je ne sais plus où, mais je l'ai copiée ici. Pourriez-vous me dire, alors tu peux me dire tu, Carole, il n'y a pas de souci, ce que vous savez en ce qui concerne le choix des âmes avant de s'incarner, car il y a des situations, des environnements et des événements qui sont si cruels. Oui, je sais. Alors par exemple, j'en ai parlé hier, je crois, sur le groupe. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire des contacts avec des enfants, malheureusement, qui sont morts-nés ou même décédés in utero, etc. C'est des faits qui sont très graves. Ou alors, on me pose aussi cette question, pourquoi un enfant peut naître avec un handicap, par exemple? Ou pourquoi une âme choisit de s'incarner alors qu'elle va avoir une vie terrestre qui va être terrible, quoi. Eh ben, je sais que c'est compliqué de comprendre tout ça, mais je pense que, on dit ça hein, d'ailleurs, on dit que l'âme choisit de s'incarner à tel ou tel endroit. Il choisit son chemin de vie. Et aussi difficile soit-il de comprendre, dis-toi que dans chaque situation, ils ont choisi. C'est terrible, hein. Je mesure la gravité de ce que je suis en train de dire, mais malheureusement, ils ont choisi. Alors, il faut vraiment être dans la spiritualité pour comprendre ça. Mais quoi qu'il arrive, ils ont choisi, c'est un choix. Et après, un choix, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Ils ont choisi. J'ai pas d'explication autre à te donner parce qu'il n'y en a pas en fait. Alors, pour terminer, parce qu'à un moment donné, il faut quand même terminer, hein, sinon je vais vous saouler. Et c'est Jonathan, donc je vais prendre ta dernière question parce que je l'ai trouvée tellement pertinente que je me suis dit, je vais la mettre en dernier. Jonathan m'a posé cette question par mail en me disant, peux-tu nous confier 3 choses personnelles te concernant, ou plutôt concernant ta vie privée? Alors, ma vie privée, j'en parle pas beaucoup, donc ça va être compliqué de t'en parler, je te dirais. Si, je vais te donner un détail incroyable. Tous les matins, je me lève et je te bouscule. Je me lève et j'envoie mon fils à l'école. Hein. Après, ça dépend ce que je fais. Des fois, je fais des soins. Des fois, je suis au saut du lit, que je suis déjà en train de travailler, moi. D'ailleurs, j'ai l'impression de vivre dans mon bureau. Bientôt, je vais mettre un lit de camp. Comme ça, je dormirai là tout le temps. Je suis H24 dans mon bureau.
J'envoie mon fils à l'école et après je reviens. Et très souvent, je mets la musique à fond dans ma maison parce que ça me fait du bien, tu vois. Mais tu es certainement en train de te demander, mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Et c'est là que j'ai presque honte. Mais c'est pas grave parce qu'il faut assumer ce qu'on aime dans la vie. Et moi, tu vois, il y a des chansons qui sont très anciennes et que j'adore. Genre Richard Cossiante. Voilà, j'écoute Richard Cochiante. J'écoute quoi encore? J'écoute Michel Sardou. Je suis une fan invétérée de Michel Sardou. Ça, c'est de l'info. J'écoute aussi Pierre Bachelet. Bah oui, parce que Pierre Bachelet, il chantait en 2001 quand on aura 20 ans. Donc, je me sens directement concernée. J'ai eu 20 ans en 2001. Qu'est-ce que j'écoute encore? Enfin, voilà, j'écoute plein de choses comme ça. Diane Tell, j'avoue. Elsa et Glenn Medeiros. J'avoue. Je me tape même des fois des big délires toute seule parce que ça me fait du bien. Voilà, c'est vibratoire. On dit qu'il faut travailler ses énergies. Alors, travaillons nos énergies. Et j'avoue, oui, des fois, je me tape des big délires sur Michel Sardou. Eh ben, écoute, on a tous des défauts dans la vie. Le voilà. Je suis pas sûre que ce soit un défaut, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais qui est très personnel. Deuxième chose que je fais, je chante en voiture. Alors, si un jour tu me croises en bagnole et que tu me vois blablabla, je ne suis pas en main libre. D'ailleurs, ça m'arrange bien cette histoire de main libre. Il y a quelques années, je passais pour une truffe. Mais maintenant, tout le monde peut penser que je suis en train de parler. En fait, je chante. Mais j'y vais de bon cœur, hein. Genre, c'est le concert de ma vie, quoi. Là, j'y vais, je me fais plaisir. Voilà. Troisième chose personnelle me concernant, je suis une grande fan de vin. J'adore le vin rouge. Rouge, comme Michel Sardou. Euh, et quasiment, allez, peut-être pas tous les soirs, mais quasiment 2, 3 fois par semaine, j'ouvre une très bonne bouteille de vin parce que je suis une fan invétérée de vin rouge. Et je prends beaucoup de plaisir. Je suis épicurienne de la vie, encore une fois. Donc je prends énormément de plaisir à déguster un bon verre de vin. Voilà, tu vois, tu voulais savoir 3 choses perso. Eh ben voilà, tu as su 3 choses perso. Je ne t'ai certainement pas dit ce que tu voulais entendre, mais ce n'est pas grave. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je vous remercie tous de m'avoir posé ces questions pour la vidéo fac du mois de juin et je vous retrouverai probablement pour une vidéo fac du mois de juillet avant de faire une très bonne coupure pour mes vacances au mois d'août parce que je serai absente. Et là, vous pourrez toujours m'appeler, je ne répondrai pas. Parce qu'il faut savoir couper dans la vie et qu'il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Salut!